tour, le retour de la Chapka pour rendre hommage à Islam Makhachev, Mika. Tu Ouais. me regardes? Là, franchement, j'ai rien à dire. Le petit Kamis, Là, tout est là, accordé. mon gars. On est dans le mood d'Abu Dhabi là. En tout cas, j'ai rien à dire, mon gars. T'avais parfaitement raison. Et là, on va faire le débrief, mais t'avais parfaitement raison. Après, à ma décharge, j'avais dit une seule fois, j'avais dit, Charles Oliveira, il a le menton fragile. Et s'il prend un mauvais coup, Makhachev fera pas la même erreur que les autres. Mais franchement, je voyais, il faut même pas que je mente. Je voyais Oliveira s'imposer. Mais on y reviendra. Franchement, trop de choses à dire sur cette soirée. Trop de choses à dire. Vas-y, écoute, on va revenir sur le premier combat de la main carte. Manon Fiorot, je vais juste enlever ça parce que ça donne vraiment. Bien rapide. J'ai poussé ma tête comme ça discrètement. Bon, Mika, on va revenir sur cette UFC 280. On va démarrer par la main carte. On avait notre Frenchie Manon Fiorot qui ouvrait le bal sur le premier combat de la main carte face à Kathleen Chookagian, première du classement. Manon qui s'impose sur décision. Je ne sais plus si c'est unanime ou split decision, mais c'était un combat très très serré. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de ce combat? Bah moi après, je trouve qu'elle a fait le taf. Faut pas oublier que Manon là, elle a fait un grand écart dans la KT. Elle affrontait la numéro 1, elle vient du top 9. Manon, elle a, je crois, c'était le 4e ou 5e combat. Ouais, non, en gros, elle est classée 6e. Non, mais je parle de son combat à l'UFC. Je crois que c'est son 5e ou 4e, je sais plus. Ouais. À un moment donné, voilà, c'était les gens, ils ont banalisé le fait que ce soit quelque chose en fait, on savait qu'elle allait. Tout le monde attendait qu'elle gagne. Et je trouve qu'on a banalisé le fait de sa victoire. Le fait qu'elle gagne, voilà, le fait qu'elle gagne montre que aujourd'hui, elle se place comme une prétendante à la ceinture. Je sais pas si les gens ils se rendent compte de ce qui se passe. Effectivement, c'est pas la Manon qui écrase ses adversaires, mais là, on avait la numéro 1 en face. Si je prends la numéro 1 chez les 66, c'est Holloway. Si je prends le numéro 1 chez les 93. On peut comparer à la manière dont Khamzat a écrasé tout le monde, et une fois arrivé au numéro 2, Gilbert Burns, la performance n'était plus la même. Exactement. Alors, la seule chose, c'est vrai que le combat, en tout cas, n'était pas spectaculaire. Ça, c'est une certitude. Mais l'essentiel, c'est qu'elle a réussi à mettre en place un game plan qui fait qu'elle gagne sans prendre de mauvais coups, sans avoir été mis en danger, et surtout face à une adversaire qui avait 600 grammes en trop. Je suis pas sûr que ça se joue beaucoup sur l'effet de puissance, etc. Mais quand même, 600 grammes, c'est 600 grammes. Elle les a acceptés. Elle a pas essayé de fatiguer son adversaire en lui disant continue le cutting ou autre. Voilà, aujourd'hui, Manon, elle fait partie de celle qui va aller chercher la ceinture. Je sais pas si elle aura un combat ou pas avant d'aller chercher la ceinture, mais moi, elle m'a bluffé sur sa capacité à mettre en place une tactique et de s'y tenir. Après, le seul regret que je peux avoir sur ce combat, c'est vrai, c'est qu'il n'a pas été du point de vue il n'a pas été spectaculaire, il n'a pas été voilà quoi. Bon, après, on voit AB, j'entends des trucs derrière toi, non? Non. Okay, là, ouais, peut-être. Vas-y. Attends. Ouais, là, dans le premier round, on a vu qu'elle avait du mal à trouver son rythme, à trouver la bonne distance. Après, petit à petit, milieu du deuxième round, elle a commencé à venir avec les oblique kicks et tout. Mais en gros, elle l'a dit elle-même après le combat qu'en fait, elle a trop cherché à vouloir boxer, alors qu'elle aurait pu l'amener au sol plutôt dans le combat, parce qu'on a vu que le troisième round, elle l'emmène au sol sans difficulté, tu vois, trouver le bon timing et tout. Mais ouais, c'était un combat difficile. On voyait qu'elle n'était pas très très fière de sa performance. Après, comme tu as dit, voilà, c'est la numéro 1 du classement, Chookagian. Donc là, c'est vraiment un step-up juste avant peut-être, je pense sûrement le titre face à Valentina. Et c'est marrant parce qu'en fait, à la fin là, en fait, elle dit qu'elle n'est
qu'elle veut un combat avant le titre. Et en fait, Aldric Cassata qui traduit pas du tout ce qu'elle a dit et lui dit qu'il dit au micro qu'elle a dit qu'elle est prête à prendre tout le monde. Évidemment, Valentina Shevchenko, tu vois. Donc, Bah, après, ouais. non, 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 vas-y, excuse-moi, fini. Tu vois, Non, j'avais pas ça. ouais, c'est ça en fait. Cormier lui demande que c'est quoi la suite. Elle dit qu'en gros, elle veut un combat avant le titre. Un autre combat pour prendre de l'expérience. Et Adrien Cassada, lorsqu'il traduit, il dit elle a dit qu'elle est prête à prendre tout le monde dans la catégorie, évidemment, notamment Valentina Shevchenko. Et donc voilà, il a call out à sa place. Ouais, après, il y a la réalité aussi de ce qui va se passer. La seule chose pour Manon, le seul truc, c'est que peut-être ça aurait été intéressant qu'elle fasse un 5x5 avant. Parce que 5x5 avec l'emmener, en fait, c'est deux grands bains. Faire la ceinture, c'est un grand bain. Bah, tu peux pas faire mieux dans le monde. Valentina Shevchenko, c'est une personne qui a l'habitude de faire des 5x5. Manon, elle a pas encore eu cette expérience comment dirais-je, de la gestion d'une durée de combat de 5x5. Donc ça, je pense que effectivement, ça joue pas à sa faveur. Et la deuxième, c'est la pression. Manon, elle a jamais été main card, elle a jamais été en tête d'affiche. Et ça, je pense que ça peut jouer quand même. Donc peut-être qu'elle fasse un combat où elle est en fight night, en main card, dans un 5x5, ça peut être utile dans le cadre d'une préparation pour un title fight. Mais après, elle peut très bien aussi prendre le défi de se dire quoi qu'il arrive, je serai prêt et aller chercher le title fight. Donc après, si Aldric il a trash talk à sa place, c'est que je pense que lui, il sait qu'elle est capable de le faire. Donc à partir de là, c'est une relation combattant-entraîneur. C'est entre eux ensuite de s'aligner pour que ça se fasse. Mais en tout cas, je trouve que c'est de bonne augure, surtout que Dana White, il disait qu'il avait envie d'organiser encore peut-être un Fight Night en France et il disait ça sera peut-être pas à Paris, ça sera dans le sud, etc. On sait que eux sont natifs, en tout cas vivent à Nice. Peut-être que ça sera l'occasion d'avoir un UFC dans le sud de la France, quoi. Ouais, c'est fort probable. Hein. Après, aussi, il faut noter qu'elle a envie de blessure. C'est pour ça qu'elle a été absente aussi sur l'UFC Paris. Donc, il y avait aussi peut-être de l'appréhension. Et voilà, en tout cas, on retiendra que la victoire. Donc, Ouais, mais après, faut pas aussi banaliser qu'elle était, pour moi, c'est le plus gros UFC de cette année, en tout cas jusqu'à maintenant. Et elle a quand même été en main card de cet UFC. Je sais pas si les gens se rendent compte, c'est un truc de dingue. Elle est sur la main card de l'UFC, peut-être le plus gros de l'année 2022, et ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu un UFC de ce type-là. Incroyable. ouais, effectivement, je suis d'accord. Donc, ouais, en tout cas, ouais, peut-être la voir en main event d'un UFC Fight Night. Et j'espère aussi pour le titre, si l'UFC numéroté venait à s'implanter de nouveau, enfin pour une première en France, pourquoi pas pour le titre. Donc, ce sera pas mal. Le combat d'après, Mika Gamrot vs Dariush. J'avais pronostiqué Gamrot, il me semble que tu avais pronostiqué Dariush. Ah, non, non, non. Alors, pour être honnête, vas-y, mais pour être honnête, j'avais dit Darius, ça va être un sacré client pour Gamrot, mais je pensais vraiment que Gamrot allait s'imposer aussi. Hein. Ouais, en fait, moi, dès les premiers échanges et les tentatives de Gamrot, là, de changement de niveau, je me suis dit que Darius, il allait pas tenir cette pression-là, tu vois, au fil des rounds, qu'il allait s'épuiser et tout, et je pensais vraiment qu'il allait imposer son jeu, son rythme. Gamrot, en fait, pas du tout. Il y a eu pas mal de scramble dès les premières minutes, et en fait, bah, Darius, il a clairement prouvé qu'il avait clairement le niveau pour lutter avec Gamrot, hein. Et ça, j'étais assez surpris, tu vois. Parce que le niveau de Gamrot sur les scrambles, c'est vraiment un niveau tuc, notamment sur les renversements. Même lorsqu'il est dans des positions désavantageuses, il réussit toujours à renverser son adversaire. Donc j'ai été assez surpris de la part de Dariush. Après, il manque un truc à Gamrot. Il a une lutte de grappleur. Il n'a pas une lutte de lutteur. Il a une lutte de grappleur, c'est-à-dire qu'il va se jeter dans les jambes. Peu importe la, peu importe en fait la saisie qu'il a, bah, limite il va directement tenter d'aller au sol. Il va pas chercher à maintenir par exemple une single leg solide, ensuite de faire en sorte qu'il tombe dans une position avantageuse. Il fonce dans les jambes, peu importe comment il atterrit, il cherche directement à aller soit renverser s'il est pas
s'il n'est pas au-dessus, autre, tu vois. Donc je pense qu'il lui manque ce petit facteur-là de lutte pour exceller dans son domaine. Bah, Darius, en fait, c'est quelqu'un, je savais, qui était fort parce que comme Makachev, t'enchaînes pas 8 victoires consécutives dans la catégorie des 70 kilos si t'es pas bon. Mais en fait, c'est quelqu'un, sa plus grosse victoire, la victoire la plus notable, je crois, ça a été contre Ferguson, je crois, en tout cas. Et sur un Ferguson en fin de carrière. Donc, c'est vrai que Darius, on savait pas trop de quoi il était capable. Je savais qu'il avait un archi bon sol. Mais je voyais Gamrot s'imposer puisque Gamrot, j'ai l'impression qu'il était au sommet de. Moi, quand j'ai vu le combat contre Sarukian, je me suis dit, le gars, il sait tout faire. Il sait boxer, il sait lutter, il a un cardio de malade. Voilà. Quand j'ai vu le premier round face à Dariush, clairement, j'ai pensé que Dariush allait exploser en plein combat parce que tu le vois, il est ultra fatigué à la fin du premier round, Dariush. Et surtout, il était beaucoup plus volumineux que Gamrot. Si tu regardes le physique des deux, quand même, tu vois que Dariush est plus balèze que Gamrot. Et je me suis dit, ouais, ça va, en termes de volumétrie, il va prendre trop d'énergie. Et au final, bah, Dariush, il a fait le taf. Après, la décision, quand même, elle est. Si tu regardes bien, quand même, round par round, si Gamrot avait été donné vainqueur, franchement, moi, j'aurais pas crié au scandale. Hein. Parce que je trouve que c'est dur pour Gamrot qui a toujours été à l'initiative dans le combat. Je trouve que Gamrot, sur ce combat-là, il a quand même tout le temps été à l'initiative du combat, il a tout le temps grappelé. L'erreur peut-être, c'est de ne pas avoir assez boxé sur ce combat-là. Je pense qu'il il a été tenu en échec par Derek sur la boxe. Mais sur les phases de lutte et tout, etc., il y a eu des scrambles, des choses, des machins. Mais c'est toujours Gamrot qui a été à l'initiative. Il a toujours pris le centre, il a toujours mis la pression. Donc, sur cette décision, franchement, pour moi, je pensais que Gamrot allait être donné vainqueur à la fin du combat. Ouais. Donc, faudrait peut-être que je regarde avec le recul, mais pour moi, Gamrot en avait fait assez au premier, deuxième round pour s'imposer. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a eu. Il a engagé beaucoup le combat, mais malheureusement, ces tentatives de takedown, elles ont beaucoup été défendues. Ou même lorsqu'il réussissait à emmener au sol directement, il n'y avait pas de contrôle ou de frappe derrière. Tu sais, il n'y avait pas de réel danger pour Ben et Dariush. Donc, je pense qu'au niveau du scoring, ça doit pas mal changer. Hein. C'est ce qu'on a vu justement dans le match d'après. Il y en a qui crient au vol. Moi, je pense que ce combat-là, il faudrait regarder celui de Petr Yan. Lequel? Mais vas-y, toi, bah vas-y, mais tu te drogues. Mais tu te drogues. Je te jure, tu te drogues. Ce combat-là, moi, carrément, franchement, carrément. Peut-être le troisième round, il faut que je le regarde, mais je lui donne quasiment les 3 rounds à Petr Yan. Le round 1 et 2, je veux même pas entendre parler de quoi que ce soit. Le premier round et le deuxième round, je veux même pas entendre parler de quoi que ce soit. Ou après, on fait un autre sport. Dans ce cas-là, si on veut un sport plus spectaculaire, on fait un format ONFC et on fait genre un truc de Newaza comme au judo. Ça, c'est du pied-point debout. Ça lutte, ça va au sol, il n'y a pas de soumission dans les 15 secondes, on remonte. Bah, dans ce cas-là, c'est ça. Moi, je pense que ce combat-là, il faut le. Parce qu'il y a pas mal de combats que tu regardes à chaud. Et finalement, dès que tu le revisionnes, tu te dis, ah non, mais finalement, il n'y a pas une. Ça, c'est pas vraiment fait barber. Moi, personnellement, sur le coup, j'étais persuadé que Sean O'Malley avait perdu. J'ai même commencé à tweeter qu'il avait fait une belle performance pour un gars qui n'avait jamais eu de top 15 auparavant. Là, il prend directement l'ancien champion au titre et tout. Mais dès que j'ai vu la split decision, j'ai dit, ah ouais, là, il y a une sacrée douille. Donc, ce combat-là, moi, personnellement, je le revisionnais. Mais en tout cas, pour moi, il ne démérite pas. Honnêtement, Mika, il ne démérite pas. T'as bien vu mes réactions. Ouais, toi, t'étais grave Team O'Malley. En plus, j'ai vu que tu y croyais vraiment et tout. Mais c'est quoi démériter? Est-ce qu'il a été ridicule sur le combat? Il n'a pas du tout été ridicule. Il a montré une grosse opposition. Il a montré qu'il avait sa place, effectivement, chose que je ne croyais pas. Je pensais vraiment que Petr Yan allait lui rouler dessus de manière plus importante. Ça, c'est une évidence. Maintenant, la réalité, il ne gagne pas ce combat. La réalité est que Sean O'Malley ne gagne pas ce combat. Tu peux me dire ce que tu veux, tu peux me raconter ce que tu veux. Je trouve que c'est un scandale ce qui s'est passé. Mais c'est un scandale. Moi, j'arrive pas à comprendre. Le mec, t'as Petr Yan derrière, il se fait une préparation de fist-up. Il arrive, il vient combattre. On lui barbe sa victoire devant des millions de téléspectateurs. Arrête, c'est pas possible. Ça, je te jure, après, on s'étonne que dans certaines organisations mineures, t'aies des barbes. Mais quand tu vois qu'à l'UFC, aux yeux de tout le monde, t'as des juges qui font ça,
Mais tu te dis, mais attends, c'est des malades mentaux. Les types, c'est des malades mentaux. Ou alors, encore une fois, je le dis, AB, il faut qu'on change comment dire, le déroulé d'un combat et on dise, OK, à l'arbitre, à partir du moment où tu es au sol et au bout de 15-20 secondes, il ne se passe rien, tu relèves. Bah, attends, le mec, il a 5 minutes de cage control. Il a 6 takedowns. Il a un peu moins de frappes significatives. Et tu me mets perdant, c'est pas possible. En plus, un combat, ça se score round par round. Donc, franchement, je peux pas entendre le. Je te jure, Ouais, sur les 6 takedowns face à 0 takedown, bon, il a pas cherché à emmener au sol, mais regarde, là, enfin, les gens qualifient en général Petr Yan comme le meilleur striker de la catégorie, ok? Donc moi, je m'étais dit, j'avais un petit peu peur pour Sean O'Malley, je m'étais dit que même debout, il allait manger. Debout, il s'est rien passé. À aucun moment, mais il t'es était un rougeant. ouf. Non, mais attends. Le deuxième round. Le Si, deuxième oui, round. oui, non, mais Mika, c'était des frappes isolées, genre, c'était pas un enchaînement de coups qui l'a mis en danger. Mais il a pris un Oui, non, knockout presque. c'est pas un knockout, bah, dans ce cas-là, il en a pris un, dans ce cas-là, alors Petr Yan aussi. Bah oui, Petr Yan, il a pris une sacoche qui l'a vraiment fait mal, une droite en ligne. Tu le vois, il fait une sorte de mini ascenseur. Derrière, il lui met un crochet à mon gars. L'autre, il a vu les étoiles. Il est retourné dans l'enfance. Et Arrête. le fait de voir Petr Yan directement, dès le premier round, changer de niveau, tenter d'amener le combat au sol, ça en dit beaucoup. Et en fait, moi c'est plus le fait que j'étais surpris par la. Enfin, non, j'ai pas été surpris, Voilà. mais si, enfin, c'est quand même un peu. J'étais surpris par la performance d'O'Malley parce qu'en fait, les gens, ils le prennent pour un clown, tu vois. Franchement, il s'est pas mal fait passer pour un clown. Et non, j'ai apprécié le fait qu'il a montré ce qu'il valait. Voilà, que désormais, il fallait le prendre au sérieux, quoi. Parce que. Mais ça, ben là, je suis archi d'accord avec toi. Tu me dis, O'Malley, il a été grave négligé dans ce combat par l'ensemble de la planète MMA. Tout le monde l'a sous-estimé, etc. Je te réponds, évidemment. Mais par rapport à ses anciennes performances, O'Malley n'a jamais été à ce niveau-là. Donc oui, O'Malley, il a envoyé un message. Il a dit, écoutez, je suis là, je mérite ma place dans le top 5. Il n'y a pas de souci. Ça limite sa victoire. Même dans la défaite, pour moi, il aurait dû grimper des places dans le ranking, tellement il a fait une belle performance. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais tu ne peux pas retirer la victoire de Petr Yan. C'est pas possible. On peut en même temps dire que Petr Yan a gagné le combat, mais on peut aussi dire que Petr Yan, effectivement, n'a pas peut-être sorti sa meilleure performance, que le combat a été beaucoup plus difficile pour lui que prévu, que Sean O'Malley l'a vraiment mis en difficulté sur certaines phases et sur certaines, sur certains plans techniques ou tactiques, peu importe. Mais jamais de la vie, Sean O'Malley gagne ce combat. Jamais de la vie, il ne gagne ce combat. Écoutez, en tout cas, dites en commentaire ce que vous en pensez. S'il y en a qui arrivent à scorer les rounds, mettez-nous tous en commentaire. Mais non, en tout cas, je suis d'accord. Hein. Franchement, je suis d'accord sur le fait je trouve que c'est un vol, pas non plus un scandale. Et après, je pense qu'il faudra revisionner ce combat-là à froid. Parce que souvent, Vas-y, Aibi. Non, parce que je dis que souvent, en fait, tu vois des combats. En fait, à chaud, tu dis que c'est un vol. Et quand tu regardes, tu revisionnes, tu dis non, mais en fait, finalement, peut-être que je comprends mieux la décision. Donc, moi, sur le coup, j'étais comme toi. J'ai dit que j'étais assez surpris de la décision. Mais je pense qu'il faudra prendre du recul et revoir la performance de ce gars chaud, mon gars. Non, mais il a fait un beau combat, c'est ça que je dis. Mais c'est quoi, comment dirais-je, un combat de MMA? Un combat de MMA, c'est appliquer un truc et en fait, c'est gagner son adversaire. Ça veut dire que quoi, maintenant, on est dans une ère, j'ai l'impression, où si Sean O'Malley met 10 frappes significatives en 1 minute et que derrière, il se fait amener au sol pendant 4 minutes, il prend un peu de ground and pound, il se fait dominer, etc., on va dire que comme il a mis plus de frappes significatives, il gagne le combat. Mais non. Non, mais dans ce cas-là, en fait, c'est l'essence même du MMA qui a changé. On n'est plus du tout dans le même sport. Je pense que oui. Tu te rappelles pas quand on a reçu Loïc Pora ou Triso, il le disait clairement. Après, je sais pas si c'est que pour la France, mais en tout cas, ils l'ont dit que le fait qu'une personne veuille finir le combat au niveau au niveau des frappes et que derrière il y a du contrôle, il y a de la lutte, mais il n'y a pas vraiment de mise en danger ou d'intention de punir, bah c'est l'autre en face qui gagne. Donc là, on est un petit peu dans ce même. Non. Déjà, non, on n'est pas dans ce même domaine parce que chaque frappe que Petr Yan y mettait dans le grand endpoint, il mettait pour faire mal. Il a vraiment mis des frappes pour faire mal. Quitte à laisser se relever O'Malley, il n'a pas bloqué le jeu, justement. Il a laissé O'Malley se relever plein de fois. Non, il n'a pas réussi à le garder, Mika. C'est O'Malley qui a réussi à se relever.
Mais tu veux Mais pas dire parce qu'il a qu'il laissé. essaie, parce qu'il essayait de frapper, justement. Il n'était pas dans un jeu fermé. Il était dans un jeu où forcément tu frappes, tu laisses des espaces. Tu laisses des espaces, le mec se relève. C'est pas un débutant. C'est aussi Hmm. simple que ça. À Moi, la- franchement, je suis Non, pas en accord. à la rigueur, dans le troisième round, lorsqu'il qu'il l'emmène au sol, là, tu vois qu'il le met en danger sur du grand pound. Mais dans les deux précédents rounds, ça s'est pas passé comme ça, hein. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas eu vraiment de mise en danger de la part d'O'Malley. Il réussissait toujours à créer de l'espace et ou à aller soit chercher la cage pour se relever ou autre. En tout cas, c'est un vol, mais pas non plus un scandale. Enfin, je pense. Ah, pour moi, en tout cas, ça l'est. Après, bah écoute, c'est comme ça, hein. Mais en Ouais. tout cas, non, pas du tout d'accord. Et pour moi, gros vol. Et en plus, à ce niveau-là d'une organisation, j'arrive pas à comprendre. Malheureusement, il y aura toujours des décisions un peu mitigées. Comme main event, Aljamain Sterling vs Teddy Dillashaw, déçu de la performance. Enfin non, pas déçu, plutôt déçu du combat. De Déçu du combat, hein. exactement. Et on l'a remarqué, hein, et après, c'est pas tout le monde qui est d'accord apparemment. Sans, avec des si on refait le monde, mais la blessure de Dillashaw, je pense qu'elle en dit beaucoup sur sa performance. Et je suis un petit peu déçu parce qu'on ne saura jamais, on ne saura jamais comment ça. Bref, j'ai pas envie de d'écorcher les mots, mais en tout cas, s'il n'avait pas eu de blessure, s'il n'avait pas eu de blessure, je ne pense pas que ce sera passé ainsi. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Déjà, tu regardes les 30 premières secondes du combat. Après, ça veut rien dire 30 secondes. Mais les 30 premières secondes, tu vois un Dillashaw archi mobile. Il met deux gros calf kicks à Sterling. Il arrive à le toucher, ressortir. Il me faisait penser à une sorte de Dominic Cruz en meilleur, un peu dans sa manière de boxer. On avait un Dillashaw qui, on voyait, était venu là en plus pour faire le combat, a mis une grosse intensité à Sterling dès le départ. On avait un Sterling qui était plus puissant que d'habitude. Enfin, je l'ai senti plus balèze, plus massif que d'habitude. Et ensuite, t'as cette blessure qui intervient. Et au final, bah, Sterling en a profité de ouf. On a pu voir quand même le niveau de grappling de Sterling. C'est incroyable. Ouais, Franchement, il a un niveau de grappling qui est incroyable. Mais après, c'est toujours pareil. Face à ce niveau-là, tu combats moins une épaule, moins truc, c'était pas possible. Et tu voyais clairement qu'il était gravement blessé, Dillashaw. Et c'est là ouais, aussi que tu vois le mental qu'il a, c'est que, attends, il fait un premier round, il sort de l'enfer, il se relève, son épaule elle est disloquée. Au deuxième round, il repart, son épaule elle est disloquée, on lui remet. Non, c'est un ouf. Franchement, après, je suis hyper déçu pour lui parce que moi, c'est les préparations que je vois derrière tout ça. En fait, c'est pas l'instant T, c'est que je me dis, le gars, ça fait 4 mois, il se prépare comme un dingue. Et voilà ce qui arrive. Mais on ne saura jamais, mais en même temps, c'est un fait de combat, ça fait partie du combat. Donc, c'est pas de la chance qu'a eu Sterling. Tu vois, un truc tout bête, j'ai l'impression qu'il se disloque l'épaule sur l'amener au sol. Ça veut dire que si Sterling ne fait pas le mouvement, bah, Dillashaw ne se blesse pas à l'épaule. Donc, même si il y a un facteur chance dans ce qui est arrivé, c'est quand même à l'initiative de Sterling et ça, on peut pas lui retirer, tu vois. C'est comme la même manière quand si tu te pètes la cheville sur le mec qui te met un low kick, bah ouais, c'est le mec qui m'a mis le low kick. Oui, j'ai pas eu de chance, je me suis pété la cheville, mais on peut pas retirer à mon adversaire le fait qu'il ait eu l'intention de m'amener au sol ou de me mettre un low kick. Donc Sterling champion et je pense qu'il a aussi envoyé un message à la catégorie. ouais, c'est ça. C'est ça. Après, ouais, j'ai été. Bon, c'est vrai que le MMA il a évolué, hein, depuis le règne de Dillashaw, mais je le voyais vraiment au-dessus sur tous les points, notamment sa défense de lutte, très très difficile à emmener et à stabiliser déjà Dillashaw. Donc je le trouve en tout cas meilleur lutteur que Sterling, mais bon, il a prouvé le contraire hier, Sterling. Et la différence en fait avec le Sterling, on regarde d'avant Petroyan et d'après Petroyan, c'est son physique. Parce que il avait un déficit de puissance pour la catégorie. Bah, je crois qu'il a jamais mis knockout un adversaire malgré son volume de frappe. Et en fait là, il a changé. Bah, je pense qu'entre ce qui s'est passé lorsque Petroyan s'est fait disqualifier, tu sais, genre le Sterling qu'on a vu avant et après, c'est vraiment ça, c'est la différence. Et je pense qu'il a mis l'accent dessus. C'est ce qui lui manquait parce que la technique, il l'a, que ce soit debout, en lutte au sol, il l'a. Et il lui manquait vraiment ce facteur-là de puissance. Maintenant qu'il l'a, franchement, je pense enfin, je pense qu'il va régner sur la catégorie pendant un petit moment. Là, je ne vois pas qui pourra l'inquiéter là, actuellement. Ouais, ça va être compliqué, ouais. Ça Ah va ouais, être donc compliqué. Après,
Même Petr Yan, le fait qu'il ait perdu, je trouve que voilà, Sean O'Malley, il peut être, ça peut être un adversaire, mais c'est pareil. Je pense que au sol, quand j'ai vu le niveau de sol de O'Malley, face à Petr Yan, ça a été compliqué pour O'Malley. Clairement, je pense que ça va être effectivement un mec qui va être dur à détrôner. Et ouais, si je devais retenir quand même une chose de Sterling, c'est effectivement son physique, là, comme je le disais, mais c'est aussi la qualité de son ground and pound. En fait, je ne sais pas si les gens ils se sont rendus compte de la puissance qu'il arrivait à développer sur ses frappes. En fait, le ground and pound, c'est difficile de développer de la puissance dans le ground and pound, de frapper avec beaucoup de force comme ça, surtout au deuxième round, premier round. Ça veut dire que les adversaires, ils sont encore frais. Bon, là aussi, il y a toujours le facteur, on sait, Dillashaw était blessé, pouvait pas se défendre correctement. Mais cette capacité déjà à changer de position, à venir grappler tout de suite, prendre les crochets et développer avec son bassin, parce que c'est son bassin qui était fixé pour pouvoir développer un gros ground and pound. Franchement, il m'a surpris. Et du coup, il fait partie des combattants qu'en fait j'ai envie de revoir, alors que c'était quelqu'un qui jusqu'à maintenant ne m'intéressait pas. Pour être honnête, c'est quelqu'un qui, quand on combattait, j'étais resté sur l'image du Sterling qui pour moi avait simulé. Et du coup, là, aujourd'hui, je suis sur l'image du Sterling qui est champion et qui est un vrai champion. Ouais, c'est ça, c'est ça. Effectivement, Mika. Bon, je pense qu'on peut passer au main event tant attendu. Ah, putain, je te jure, je suis choqué. Je suis choqué. Mais attends, mais qu'est-ce qui te choque, en fait? Choqué, c'est la manière dont j'ai réussi à me tromper et de pas réussir à voir tous les indicateurs qui montraient que Makhachev, c'est un tueur, quoi. Tu sais, des fois, tu as des indicateurs sous les yeux, mais tu vas toujours rechercher ce que l'autre a en plus, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Alors que tu as les clés pour, on va dire, tu as les clés pour lire le combat, mais tu vas te laisser pas endormir, mais tu vas aller vers des choses qui sont peut-être plus factuelles, plus concrètes, parce qu'en fait, on ne mise pas forcément sur… ce qui était dur avec Makhachev, c'est que on connaissait pas grand-chose de lui dans la difficulté, on connaissait pas grand-chose de lui en se disant s'il affronte quelqu'un de dur. Donc on remettait en fait en doute toutes les capacités qu'il a pu nous démontrer. C'est pas qu'on l'a vu pêcher dans ses capacités, c'est que la vraie question c'était de savoir est-ce qu'il va réussir à appliquer ce qu'il nous a montré face à un adversaire dur. Et ça, cette réponse-là, tout le monde, en fait, c'était ça la réponse. Et tout le monde s'est dit non, mais regarde, Oliveira, il a battu Gage, Justin. En fait, il nous a tellement impressionné sur les 4-5 derniers combats, Oliveira, qu'on s'est dit waouh, incroyable. Et voilà. Et du coup, c'est pour ça que je te dis, alors que les clés, on les avait, on connaissait le niveau de Makhachev. Je disais en gros, c'est un peu normal. Enfin, non, c'est un peu normal. Comme je dis que les gens, ils ont souvent la culture de l'instant T. Et quand tu regardes sur le papier, les adversaires qu'il a affrontés, Oliveira, ils sont plus dangereux que les derniers adversaires d'Islam. Donc c'est un peu normal. Après, il y a plusieurs points aussi qu'il faut noter. Moi, personnellement, bon, ça n'a rien à voir avec l'islam, mais c'est en fait les propos de Khabib. Quand tu remarques bien, tu sais, Khabib, son petit frère qu'il a dans la catégorie des Batamois, je crois que c'est Oumar. Ouais. Nurmagomedov, par exemple, Khabib, il n'a jamais encensé Oumar. Lorsque les médias ont voulu parler de lui, ont voulu l'interviewer, Khabib, je me rappelle, il avait dit quoi? Il avait dit en gros, lui, il n'est pas prêt, il a encore du taf à faire à l'entraînement, il a encore à prouver en combat. Lorsqu'il sera prêt, on pourra parler de lui, tu vois. Donc en fait, à partir du moment où j'ai vu Khabib, on va dire être humble envers ses partenaires d'entraînement, envers ses frères d'armes, et lorsque je l'ai vu, la manière dont je l'ai vu encenser Islam, je me suis dit, je pense pas qu'il ne parle pour rien. Et en fait, il y a des rumeurs aussi qui le disent depuis très longtemps qu'Islam est beaucoup plus fort que Khabib, même à l'entraînement, tu vois. Et Islam, non, enfin, Charles Oliveira, malgré là, ses dernières performances, il n'y a rien à dire, hein. Franchement, là, il a surclassé ses derniers adversaires. Mais on l'a déjà vu on l'a déjà vu réagir à la difficulté, tu vois, notamment par le nombre de ses défaites, la manière dont il a perdu quelques fois, tu vois. Islam, c'était un petit peu un inconnu, mais la manière dont il a surclassé, et tu vois que dans le deuxième round, lorsqu'il commence à acculer Charles Oliveira, tu vois que le regard, il est plus pareil. Tu vois qu'il est plus pareil, il le domine sur tous les aspects, que ce soit en lutte, au sol, il le domine. Et là où j'étais pas inquiet pour Islam, c'était vraiment dans la partie du sol, parce que quand j'ai revisionné le combat face à Poirier, et que j'ai vu dans le deuxième round que Poirier avait emmené Oliveira au sol et qu'il avait bloqué quasiment tout le round,
je me suis dit, avec le niveau qu'il a, Islam, il y a vraiment, il y a pas photo entre le niveau d'Islam et de Paris au sol, tu sais, il n'y a pas photo. Donc je me suis dit, à quel moment il pourra mettre en danger Islam au sol, mis à part debout. Par contre, là où j'étais plus inquiet, c'était peut-être debout. Je m'étais dit que debout, il aurait pu grailler Islam. Mais voilà, il a prouvé qu'il avait l'étoffe d'un champion, que c'était pas que Laura Khabib et qui méritait sa place, quoi. Et ben après, tu vois, c'est un peu en ça où je te disais, on avait les clés devant nous, et c'est toi qui le disais justement avant le combat, parce qu'on l'a regardé ensemble. Tu m'as dit, t'es pas inquiet parce que, et c'est toi qui m'as dit ça, tu m'as dit, ouais, dans le combat contre Poirier, quand Oliveira était sur le dos au deuxième round, il a rien fait. Genre, il était bloqué, il a rien fait. Et quand tu m'as dit ça, j'ai regardé le combat différemment tout de suite. Et c'est vrai, tu avais raison. Tu vois, moi, j'étais dans le Oliveira qui soumet facilement et tout. Mais Oliveira, il soumet à partir du moment où tu ouvres le jeu. Ça, c'est évident. Et tu vois, cette clé-là, on l'avait. Et c'est vrai que je suis pas forcément parlé dessus. Ensuite, sur le combat, tout de suite, ce que je me suis rendu compte, c'est que sur les phases de boxe, le côté brouillon qu'amenait Makhachev et les crochets courts, ont vu que Oliveira, en fait, il n'arrivait pas à trouver sa distance, et à aucun moment du combat, il a réussi à boxer en ligne. Ça veut dire qu'il a toujours été soit distance courte, soit distance longue. Et donc, du coup, il n'a même pas réussi à kicker, il n'a même pas réussi à envoyer sa boxe en ligne. Pire encore, c'est Makhachev qui a réussi à mettre des high kicks. Le high kick de Makhachev, il est magnifique, hein. On n'a pas l'impression Ouais. comme ça. C'est peut-être pas la gestuelle de Barboza où on va avoir une super gestuelle, mais il fait mal, il claque. Et Ouais. quand il le prend, Oliveira, tu vois qu'il est pas bien derrière. Et enfin, et ça, je l'avais prédit, j'avais dit, ouais, Oliveira, il a quand même un menton fragile, il faut faire attention aux overhands de Makhachev, sauf que là, je crois que c'est un crochet qui a touché. Et j'ai dit, s'il est touché, la différence entre Oliveira, entre Makhachev, Gage ou Poirier, c'est qu'en fait, si tu regardes bien, quand eux, ils ont perdu le combat, c'est qu'à un moment donné, ils ont touché Oliveira. Et quand ils ont touché Oliveira, ils se sont jetés sur lui. Et c'est là ils se sont fait soumettre et contrer. Donc, quand le jeu il était ultra ouvert. Et j'avais dit que si ça arrivait dans les deux premiers rounds, ça allait être chaud pour Oliveira parce que Makhachev, justement, avait un niveau de sol et de lutte beaucoup plus supérieur aux autres. Et force est de constater que c'est ce qui est arrivé. Et Makhachev, en fait, c'est là où tu vois qu'il est archi fort. À partir du moment où il a touché Oliveira, il est arrivé comme un prédateur sur lui. Il a passé la garde avec une facilité plus que déconcertante. Il a pris un bras-tête, mais de CM1. C'est ce que je veux dire, un bras-tête. Même à un débutant, c'est pas si facile de placer un bras-tête à un débutant. Je vous assure, il faut bien placer l'épaule, il faut mettre une bonne pression, il faut serrer les mains, il faut étendre son corps. Et au final, il lui a fait, mais genre de manière archi facile, archi relax. Et deuxième chose, et c'est là où quand même j'ai été surpris de Oliveira, c'est que j'ai l'impression qu'il n'est jamais rentré dans le combat. Déjà, quand il a fait son entrée de combat, je sais pas s'il s'est embrouillé avec un mec ou s'il parlait avec ses potes. Tu vois, il a été arrêté dans la foule. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait bizarre. Et sur son visage, je l'ai senti archi stressé. Limite, on dirait il avait envie de pleurer, quoi. Et c'est vrai que dans le combat, quand tu vois un mec du niveau d'Oliveira avec son niveau de sol taper sur la clé comme ça aussi facilement, c'est soit qu'il était ultra touché debout ou soit qu'il a abandonné en fait dans sa tête. Parce que ça, c'est un étranglement sanguin, c'est pas une clé où si tu lâches, comment dirais-je, quelque chose va se Ouais. casser. Et ça peut faire mal derrière au cervical s'il a bien mis l'os, etc. Mais ça reste quand même un étranglement sanguin. Et la rapidité avec laquelle il l'a tapé, ça m'étonne quand même. Donc, effectivement, Makhachev, largement au-dessus d'Oliveira. Et Makhachev a répondu à tout le monde et à ses plus gros détracteurs. Moi, je ne fais pas partie de ces gros détracteurs, mais je faisais partie de celui qui doutait clairement de ce qu'il était capable de faire. Et force est de constater que ça lui va bien. C'est le digne héritier de Khabib Nurmagomedov. Et je pense aujourd'hui qu'à 70 kilos, ça va être difficile d'aller le chercher. Étant donné il est fort partout, quoi. Même un Dariush qui est sur une série de victoires consécutives de ouf, qui mériterait peut-être un title fight, ça va être compliqué pour lui d'aller chercher. Poirier, face à la performance qu'il a fait contre Oliveira, je trouve que ça va être difficile. Chandler, je pense que c'est pas du tout le bon profil pour inquiéter Makhachev. Donc, je pense que Makhachev va être un champion et peut-être que
à la finale, il fera ce que Khabib n'a pas fait, c'est-à-dire faire beaucoup plus de défense de titre. Ouais, c'est ça. En fait, pour revenir au fait que Charles Oliveira il a tapé, c'est vrai que j'étais un petit peu surpris parce que quand tu regardes la manière dont il a tapé, je te jure que moi, ça m'a. Je sais pas, je trouve que c'était vraiment en mode eh, c'est bon, t'as gagné, j'abandonne. Quand même la manière dont il tape, et tu sais, c'est à peine il vient de passer la garde, il a la pression sur les épaules, mais il n'a pas encore eu le temps on va dire, de verrouiller totalement, j'ai l'impression, le bras-tête, parce qu'il n'y a pas de pression des hanches, enfin, il y a juste la pression de l'épaule, il n'est pas encore complètement passé. Après, j'imagine qu'il doit mettre une grosse pression, hein, parce que la manière dont il essaie de sortir Oliveira en donnant le dos pour échapper au bras-tête, la manière dont il le remet sur les deux épaules au sol, c'est là où tu vois qu'il y a une grosse pression de sa part, et c'est ouf, mais j'étais un petit peu surpris de la manière dont il a tapé Oliveira. Et en fait, là, ça donne aussi encore raison à Khabib qui disait que Oliveira, bon, même si je suis pas d'accord, mais il le disait clairement, Khabib, il disait qu'en gros, que Oliveira n'avait pas de sol, parce qu'il a déjà tapé 8 fois, et qu'en gros, Islam allait, en gros, complètement le dominer. Et malgré le fait que ça n'a pas plu à pas mal de personnes, bah, ça lui donne encore raison à Khabib, hein. Non, mais on peut pas dire qu'il a pas de sol. Par contre, dans un sol MMA avec les frappes, etc., peut-être que, en fait, non, mais peut-être que juste que le sol pratiqué par les Nurmagomedov et Makhachev est un sol qui est plus performant que le sol pratiqué par Oliveira. C'est-à-dire que peut-être que le JJB brésilien, on peut même comparer ça à de la lutte à livrer, est moins efficace qu'un sol de lutteur grappleur qui Ouais. pressionne de Makhachev et comment dirais-je, et de la team Khabib. Et ça, effectivement, aujourd'hui, en tout cas sur ce combat-là, clairement, le sol de Makhachev a été beaucoup plus performant que celui d'Oliveira. Mais encore une fois, tu vois, dans les règles du MMA. Dans les règles du MMA, pourquoi? Parce qu'il a été touché avant, parce que justement l'usure du combat a fait que, on l'a vu au premier round, hein, Oliveira, il s'est retrouvé dans une situation où il a essayé de mettre en difficulté Makhachev, il a même réussi à se relever, il a essayé presque de passer un triangle, c'était pas dégueulasse, il est venu attaquer la jambe, ça lui a permis de se relever, mais en fait c'était beaucoup trop énergivore, j'ai l'impression. Ça lui a demandé beaucoup trop d'énergie pour développer tout ça, pour au final inquiéter que très peu Makhachev. Makhachev, il a jamais été inquiété. Et donc effectivement, c'est en ça que je dis, je me suis lourdement, mais lourdement trompé sur cette issue de combat. Et c'est là aussi que je vois le niveau encore plus de Khabib à l'époque. Parce que tu vois, tu me disais, certaines peut-être disent que Makhachev est plus performant que Khabib à l'entraînement, j'y crois absolument pas. Ne serait-ce que dans les manières de lutter. Tu vois, quand on a vu Makhachev au corps à corps contre Oliveira, par exemple, il y avait plein de fois où Oliveira, il avait les pieds décollés de la cage. Et je sais que, par exemple, si tu avais fait ça à Khabib une fois ou deux, c'est sûr et certain que tu prenais un crochetage dans la foulée et que tu tombais beaucoup plus rapidement et surtout en utilisant moins d'énergie. Moi, c'est toujours ce qui m'a impressionné chez Khabib, c'est sa capacité à lutter sans énergie. C'est un mec qui te colle et ensuite il vient, il t'use. Makhachev, j'ai quand même l'impression qu'il utilise un peu plus d'énergie pour lutter. On l'a vu là, il essayait de faire ses déhanchés. Oliveira a quand même bien défendu. Mais voilà, après, non, mais clairement, tu avais raison, Ebi. Makhachev a gagné et là, je reconnais m'être trompé lourdement. Ouais, et par la suite, comme tu as dit, je pense que Islam, il va plus régner. Et là, le fait qu'ils veulent aller s'attaquer à Volkanovski, bon, même si c'est Volkanovski qui monte dans la catégorie, là, ça prouve qu'ils veulent vraiment marquer l'histoire. Et je pense, sous les conseils de Khabib, bah, il veut pas faire, entre guillemets, je dirais pas les mêmes erreurs, mais voilà, faire mieux que Khabib pour aller s'attaquer Non, mais attends, c'est pas Volkanovski, c'est pas lui qui va chercher Volkanovski, c'est Volkanovski qui vient chercher la double ceinture. Oui, je suis d'accord, mais en gros, c'est eux qui l'ont Donc, appelé, quoi. Enfin, oui, enfin, ils l'ont appelé, oui. Ce que je veux dire, celui qui prend le risque, c'est quand même Volkanovski. ah non, non, bien sûr, bien sûr. Bien Si sûr. Makhachev veut marquer l'histoire, il va à 77. Parce que Non, non, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, après le combat, c'est Khabib qui dit en gros, on va aller en Australie pour battre le numéro 1 pound for pound. Donc à ce moment-là, dans les dires, c'est eux qui vont en gros s'attaquer à lui. Après, c'est vrai que c'est ouais, lui qui monte. Donc, ouais, clairement. voilà. Et, Ah, euh, et, quand, et quand tu vois la différence de niveau, pas de niveau, pardon, la différence de physique
Quand je les ai vus au centre de l'octogone entre Makhachev et Volkanovski, et là, on avait un Volkanovski qui était costaud, hein. C'est le Volkanovski qui doit peser là, à mon avis, 84-85 kilos, hein, celui qu'on a vu monter dans la cage. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour Volkanovski. Ouais, en tout cas, je pense que ça va être acté pour janvier. Mais après, c'est vrai que la différence de physique, elle est énorme. Le style de jeu, il n'est pas du tout pareil que chez les 70 et chez les 66. Et donc, c'est un pari risqué, hein. Après, voilà, ça fait quand même de lui le champion des featherweight. Donc, c'est que du plus pour Volkanovski en réalité. Mais en tout cas, voilà, c'est un très bel UFC, Mika. Je sais pas s'il y a du news du côté des Français. Bah non, il y a juste le Bellator la semaine prochaine. Encore une fois, je vous le dis, on fera une édition spéciale mardi ou mercredi. On essaie de la faire peut-être avec Nicolas Hott pour débriefer un peu sur tout ça. Et puis, en fait, là, les 2 prochaines semaines, elles sont quand même chargées parce que sur les événements français, on a un Bellator où il y a encore une fois, je le répète, Bourama Kamara de la FFA qui combat. On a Thibaut Gouti de Marseille qui combat. On a Davy Gallon qui combat. On a Yves Landu de la Snake Team qui combat. Et on a Mansour Bernaoui du Magnum. Je suis en lien avec Aziz. Je ne l'ai pas appelé, mais vous inquiétez pas, ça sera fait pour mardi ou mercredi. On vous donnera des news. Et voilà, on va débriefer de ça. Dans 2 semaines, on a le Ares avec Lapillus Damien, le combat que beaucoup attendent. Jackie Jeanne contre Bouganem. Apparemment, Bouganem, je ne sais pas si c'est avéré ou pas, serait blessé et out avec une opération de l'épaule. L'information n'a pas été démentie en tout cas. Voilà, donc il y aura 2 gros événements, en tout cas pour les Français à suivre la semaine prochaine. Encore une fois, je répète, le Bellator dans 2 semaines, le RS9. Ensuite, on aura Adesanya Pereira qui arrive dans la foulée vers le 15 novembre. Et il y a le Cage Warriors le 4 novembre avec Mehdi Ben Lagda, El Hadji Ndiaye. Il me semble qu'il y a un autre Français, peut-être Samir Kadi, je crois, sur la carte aussi. Ouais, ça c'est le 14 novembre, c'est ça? Non, c'est juste après le Bellator, le 4 novembre. Ah bah c'est 4 novembre. C'est juste après le RS. Le jeudi, ou le vendredi, je sais plus, c'est le RS, je crois, c'est le jeudi 3. Et le vendredi 4, il y a le Cage Warrior à Londres, Vucinic contre Hughes. C'est ça? C'est ça. Ok, voilà, on va suivre ça. Après, je crois qu'il y a un UFC, je sais plus c'est lequel la semaine prochaine, qui est bien, ou dans 2 semaines, un Fight Night avec une belle affiche. Putain, j'ai oublié, je crois qu'il y a un combat qui me hypait de ouf. Effectivement, Qatar vs Allen. Voilà, c'est ça, mon gars sûr. Non, c'est bon, ça va. Les gars, arrêtez un peu de nous critiquer. Kiffez le contenu, kiffez ce qu'on vous propose. Arrêtez de critiquer tout le temps. L'écorcheur de prénom. C'est vrai. Bah écoute, Mika, on se revoit cette semaine. Cette fois-ci, pour de vrai, on essaie de s'organiser très, très carrément après. Non, c'est pas pour de vrai. Après, c'est vrai que moi, j'ai la prépa de combat, je m'entraîne tous les jours. Toi aussi, tu t'entraînes. C'est pas facile des fois de donner acte à ce qu'on se dit. En tout cas, on est de plein de bonne volonté, on veut le faire, mais c'est vrai que ça prend du temps, l'air de rien. Mais là, quoi qu'il arrive, on se reverra parce qu'on donnera vraiment un coup de projecteur sur le Bellator qui va se dérouler avec les Français. Il y en a beaucoup. On va essayer de prendre des nouvelles de Davy Gallon, de Mansour, de Yves Landu. De Bourama, je le vois mardi, Bourama, donc j'en aurai. Et le 5e, Thibaut Gouti aussi, je peux en avoir. J'en ai eu d'ailleurs de la part de Daguerre. Donc on essaiera d'avoir des nouvelles et de faire un vrai débrief sur eux. Et on en profitera pour faire un débrief avec pronostics. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les pronostics d'avant-combat. Moi, le combat Qatar-Allen m'intéresse beaucoup. Ouais. Et du coup, on essaiera de vous débriefer ça. Voilà. Ça marche. On se retrouve cette semaine. Et bon, c'est bon. Vas-y. Ciao, gros. Vas-y. Allez, bisous.